Culture Soccer. Bienvenue chers auditeurs et auditrices à un nouvel épisode de Culture Soccer. Cette semaine, c'est moi, Anthony Delarenne, à l'animation et on va parler de playoffs, logiquement les playoffs MLS. Cette semaine, on a eu, comme à l'habitude, comme à chaque année, des rebondissements, de l'action, du drama, c'était tout que des matchs. Et donc, pour en parler aujourd'hui, nous sommes rejoints par deux des rédacteurs de Culture Soccer. Premièrement, Mathieu Lemay, qu'on a pu entendre là, dernièrement au podcast. Ça va bien, Mathieu? Ça va très bien, Anthony. Pas beaucoup d'heures de sommeil avec des éliminatoires MLS qui nous ont tenus en haleine de toutes les manières possibles. Alors, j'espère que vous avez prévu vos médicaments. Non, je rigole. Ouais, et par la suite, on est rejoint par Raphaël Croisard. Raphaël comme on le sait, est un supporter du LA Galaxy d'Atlanta. Et on s'est dit pourquoi pas le ramener pour parler de playoffs. Ça va bien, Raphaël? Ouais, ça va, merci. J'espère que vous aussi. Mais ouais, bon, j'ai un peu souffert en regardant ces playoffs parce que j'ai cherché sur quelle chaîne regarder Atlanta et Los Angeles Galaxy, j'ai pas trouvé. Donc si quelqu'un a la chaîne, qui me l'envoie. Parfait, mais on peut dire que tu étais quelque peu en connaissance de cause pour les playoffs quand ton dernier article était sur le Nashville SC. Donc, tu as dû les regarder avec attention. D'ailleurs, c'est un article que je recommande à tous d'aller voir qui se nomme Mode d'emploi, comment créer le Nashville SC. C'est un article très complet. Donc, tout d'abord, félicitations à Raphaël pour ton article. Bah, merci. Puis, en plus, celui juste avant, c'était aussi Mode d'emploi, comment créer l'Inter Miami. Donc, on a pu les voir tous les deux à l'œuvre en face à face ce week-end. Donc, c'était intéressant. Exactement. Et c'est ça. Je dis pas juste ça parce que c'était Nashville SC. Je reste objectif. Donc, on a quand même un contenu chargé aujourd'hui. On va parler des playoffs MLS et il y a eu quand même beaucoup de matchs et ça commençait très tôt vendredi à 6h30 heure de l'Est, heure de Montréal. Le New England Revolution qui accueillait l'Impact de Montréal. Pour ma part, j'avais prédit, je pensais que Montréal allait s'en sortir. Finalement, c'est New England qui sort victorieux 2-1, vraiment à la toute fin du match. Tout d'abord, Mathieu, je sais que tu es supporter de l'Impact. Vraiment, là, au début du match, est-ce que tu sentais que l'Impact peut avoir une réelle chance? Ah, mais comme dit l'adage, la vérité est sur le terrain, donc il y a toujours une chance et encore plus en MLS quand on voit des équipes sur papier plus faibles parvenir à battre des équipes qui sont sur papier établies plus fortes ou plus puissantes. Et comme on est dans une ligue très hétérogène où souvent le clash des identités du jeu expose parfois justement cette possibilité, cette chance à des équipes plus faibles de gagner, il n'y avait aucune raison de croire que l'Impact n'avait pas ses chances. Toutes les équipes ont leurs chances et on sait qu'en MLS, on n'est jamais à bout de nos surprises. Maintenant, quand la logique est respectée, on le dit. Et objectivement, l'Impact avait peu de chances quand même de franchir le prochain cap face à la Nouvelle-Angleterre. Mais à tout le moins, malgré le résultat final, il faut être honnête et dire que l'Impact s'est battu jusqu'au bout. Ils ont été jusqu'au bout de leurs ressources. Ils n'ont jamais rien lâché. Les joueurs qui étaient sur le terrain, malgré l'absence de Piet, malgré l'absence de Wanyama, ils ont livré une performance pour laquelle, je pense, ils n'ont pas à avoir honte. Ils n'ont pas à en rougir. Et même, je dirais que ça peut être une bonne base pour partir la saison prochaine. Parce que pendant longtemps, on se questionnait sur l'identité de cette équipe. On a vu un peu cette année, malgré la pandémie, malgré toutes les complications avec les protocoles sanitaires auquel l'Impact a fait face, comment c'était compliqué d'établir une identité avec un jeu plus constructif. On a quand même vu des germes de ça. Si on peut rajouter à ça une forme de caractère, une forme de justement de grinta, comme on a vu face à la Nouvelle-Angleterre, les choses s'avèrent de bon augure pour la suite. Mais d'un autre côté, ben voilà, en quelque part, c'est un peu cruel de le dire, mais ce sont les joueurs désignés, vu qu'on n'en avait pas dans notre 11 partants, ce sont les joueurs désignés de Nouvelle-Angleterre qui ont fait la différence. C'est même eux qui ont été un petit peu plus lucides que le reste de l'effectif de la Nouvelle-Angleterre. Et ça explique pourquoi le pointage a été serré et qu'il a fallu un Gustavo Ball
qui trouve l'espace entre le milieu et la ligne défensive un petit peu trop reculée pour prendre un tir à distance et inscrire le but de la victoire à la fin, juste après la belle reprise de volée de Carles Gil, qui n'a pas joué beaucoup cette saison, mais qui avait l'air en forme. Moi, j'avais des doutes sur peut-être la possibilité qu'il puisse faire la différence, mais non, il avait l'air en forme. Et chapeau aussi à Bruce Arena. Ils n'ont pas trop axé leur jeu à savoir qu'est-ce que l'Impact allait livrer parce qu'il y avait l'avantage d'être imprévisible avec l'absence de Piotr Wanyama, mais finalement, ils ont plutôt bien prévu les choses, en fait. Ils ont plutôt bien établi leur façon de jouer. Mais en même temps, de l'autre côté, l'Impact a tenu le coup face à leur jeu physique, plus que dans les autres matchs. Kyoto a encore fait des dégâts. Et faut voir le visage d'Andrew Farrell, entre autres. Fait que je note tous ces détails-là. Fait que dans la balance, ça a donné un match serré, très intéressant. Puis l'Impact aurait eu des chances, mais à la fin, là, c'était peut-être trop demandant. On voyait que les joueurs étaient vidés, beaucoup plus que la Nouvelle-Angleterre. Bruce Arena a su faire des changements après l'égalisation qui ont permis à son équipe de reprendre le dessus, puis d'avoir justement cet avantage sur papier de l'affirmer sur le terrain, tout simplement. Fait que moi, je suis pas triste du tout. Objectivement, l'Impact... si tout va bien avec le recrutement, ça va aller mieux l'année prochaine. Puis je pense que la majorité des fans de l'Impact sont honnêtes puis reconnaissent que l'équipe a livré une forte performance malgré cet échec et cette élimination. Alors qu'on a vu d'autres matchs où ils ne se sont pas présentés, où ils n'ont peut-être pas montré un visage peut-être trop avenant. Et au moins dans ce match-là, non, ils se sont battus, ils sont allés à la guerre. Puis franchement, moi je tire mon chapeau. Oui, exactement. On a vraiment senti que les supporters là, sortaient la tête haute. Et on sait que parfois les supporters de l'Impact peuvent être assez critiques. Donc vraiment, je pense que c'est positif. Et c'est ça. Je pense qu'au cours des 2 derniers matchs, Thierry Henry peut être fier de son équipe. Mais si on revient un peu aux Revs, moi, Raphaël, dans les derniers podcasts, j'ai été assez sévère envers les joueurs désignés des Revs. Carles Gil, même s'il avait été blessé, je trouvais qu'il ne performait pas assez. Un Gustavo Bou, je trouvais que c'est la même chose actuellement. 4 buts cette saison. Et finalement, ils me font mentir. Hein, les joueurs désignés, c'est là pour les moments importants. Et c'est ceux-là qui marquent les 2 buts des siens. Toi, Raphaël, est-ce que tu t'attendais à une aussi bonne performance des joueurs désignés du côté des Revs? Très clairement, avant le match, non, je ne m'attendais pas à une performance aussi bonne que ce qu'ils ont montré vendredi, parce que c'est vrai qu'ils ont été très décevants cette saison. On les a vus un peu en difficulté, pas savoir se montrer. Gil qui a manqué pas mal de matchs aussi, donc c'est vrai que je ne pensais pas qu'ils allaient aussi bien monter leur niveau de jeu sur ce match-là. Et pourtant, effectivement, ils nous ont fait mentir parce qu'ils ont fait tous les deux un gros match. Tous les deux, ils ont été décisifs pour leur équipe. Et non, c'est vrai que c'est là où on voit l'importance des joueurs désignés parce qu'on voit que c'est ces joueurs-là qui ont guidé le reste de l'équipe. Et effectivement, quand on regarde le match et la copie des Revs, c'est vraiment ces 2 joueurs qui sortent du reste du lot. Oui, exactement. Vraiment. Et c'est ça, c'est en playoffs. Souvent, il y a des joueurs durant la saison qu'on voit pas trop. Et finalement, en playoffs, ils s'avèrent très importants. Et je pense que c'est exactement ça que Gustavo Bou et Carles Gil sont en train de faire en ce moment. Je sais pas s'ils vont pouvoir faire tourner on pourrait dire la balance face à Philadelphie, qui est quand même une très bonne équipe. Mais ça, on en parlera un peu plus tard. On va rester dans les matchs là, de cette première ronde, de cette ronde préliminaire, en fait. Par la suite, un peu plus tard, c'était quand même assez tard, à 21h, Nashville qui accueillait Miami. Vraiment, moi, j'étais assez excité. Vous savez, j'étais un fan de Nashville, mais surtout parce que c'était un duel d'expansion. C'est assez rare qu'on voit ça en playoffs. Et on va commencer par toi, Raphaël. Aux abords de la rencontre, là, tu t'attendais à quoi de ce duel, là, vraiment? C'était quoi tes prédictions? Alors, c'est pas pour tricher, mais je m'attendais à une qualification de Nashville, honnêtement. Même dans mon article, mon article que j'ai rédigé sur Nashville, on peut voir que je considère que la création de l'équipe et comment, quand je parle de l'équipe, c'est vraiment du groupe joueur
a été faite. Je trouve que ça a été fait beaucoup plus intelligemment du côté de Nashville, aussi parce que l'Inter Miami attendait des grands noms qu'ils ont eu sur le tard cette saison et du coup qui ont eu du mal à s'intégrer, en tout cas qui n'ont pas forcément eu le temps nécessaire pour s'intégrer. Et en plus de cela, on a appris avant le match que deux recrues phares de la fin de saison de l'Inter Miami, les deux frères Higuaín, ne pourraient pas jouer ce match. Et du coup, ça a rajouté encore plus de difficultés pour cette équipe de l'Inter Miami qui, voilà, pour moi, sur le papier, partait déjà bien pénalisée. Et sur le terrain, ça s'est montré. On a eu une équipe de Nashville qui a fait une très belle prestation, qui a été récompensée de son match, qui a été réaliste aussi, qui n'a pas beaucoup cadré, mais qui a marqué 3 fois sur, je crois, 4 tirs cadrés ou 5 tirs cadrés dans le match. Donc ça a été très réaliste. Et en face, effectivement, l'équipe de l'Inter Miami, un peu plus en difficulté, avec des joueurs décevants. Je pense, en tant que Français, à Blaise Matuidi, bien évidemment, qui voulait montrer sûrement plus sur ce genre de match, surtout que c'était lui le joueur star sur le terrain, avec aussi Pizarro, bien évidemment, mais je pense que il doit être aussi un peu déçu de sa copie sur ce match. Et après, je pense aussi que ça va être intéressant pour la saison prochaine, l'Inter Miami, parce que cette saison, ils n'avaient pas leurs joueurs, comme je disais, stars, qui étaient encore dans l'effectif. Et là, maintenant, ils les ont. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de mouvements à l'intersaison du côté de Miami. Et ça va sûrement leur permettre de travailler un peu plus, de travailler ensemble, de faire la préparation ensemble et de démarrer une saison à 0 avec un effectif complet ou presque complet. Et là, je pense que ça va être intéressant. Parfait. C'est sûr, ça risque d'être intéressant, les premiers. Pour ma part, j'ai l'impression qu'ils ont un plus gros chantier devant eux que, par exemple, une équipe comme Nashville. On a senti Miami parfois à des postes plutôt faibles. Mais ça, c'est pas trop un débat de playoffs, donc on en parlera un peu plus tard dans un prochain podcast. Mais souvent, au cours de la saison, on critiquait souvent l'attaque de Nashville, qui était critiquable, bien sûr. Mais vraiment, là, dans les 7 derniers matchs, c'est 12 buts inscrits, donc c'est pas mauvais. Toi, Mathieu, durant ce match-là, est-ce que tu as quand même été impressionné de l'attaque de Nashville? Moi, ce qui m'a beaucoup plus sidéré, c'est tous les boulevards que l'Inter Miami a laissés à Nashville pour que Nashville puisse s'inscrire. Surtout celui de McCarthy, le 3e but. Là. Si on veut montrer une vidéo aux défenseurs pour montrer ce qu'il ne faut pas faire, c'est une séquence à montrer. Et même à répétition, parce que laisser un boulevard comme ça à Dax McCarthy, McCarthy a pris le boulevard, il a tiré, il a marqué. Oui, il y a des joueurs avec un certain talent à Nashville pour qu'il y ait une attaque potable, même si la base du club reste la brigade défensive, ça reste surtout une identité axée sur la défensive. Mais comme Raphaël l'a dit tantôt, je veux dire, l'Inter Miami était privé de certains de ses joueurs. Ils étaient affectés par la COVID. On se demande si mentalement les joueurs avaient envie de jouer ce match-là. J'avais l'impression que non, moi, à les regarder évoluer sur le terrain. Mais de l'autre côté, et je rejoins aussi ce que tu as dit tantôt, juste avant de poser la question. Tu disais que par rapport à où en est l'effectif, la construction des effectifs, Miami était en retard. Mais c'est parce que l'erreur, c'est que Miami avait l'air selon moi, de construire un peu à l'ancienne, c'est-à-dire avec des gros noms, beaucoup d'argent, des joueurs désignés, et que ça allait faire l'affaire. Mais la MLS est rendue à un autre stade, et je pense que l'Inter Miami va devoir retourner à sa place à dessein parce que on voit que Nashville, eux sont partis, selon moi, de façon un peu plus structurée, un peu plus de façon cohérente, en partie vrai, parce que même moyen, mais aussi, je pense qu'ils ont bien regardé, je pense, l'ensemble de la MLS pour pouvoir arriver à ce genre de résultats-là. Ils ont été aidés, et ça, il faut le dire, ils ont eu un calendrier plus facile que d'autres. Ils n'ont pas joué beaucoup contre des équipes en tête de classement. C'est pour ça que ça va être intéressant, leur affrontement contre Toronto au prochain tour. On va voir vraiment contre la crème comment Nashville va s'en sortir parce qu'ils ont joué 2 matchs contre des équipes de haut de tableau et c'est là qu'on va les mettre à rude épreuve. Mais face à Miami, moi, j'avais aucun doute, comme Raphaël, que c'était Nashville qui allait passer. Mais de là à ce que ce soit aussi facile, franchement,
ça peut surprendre peut-être un peu, mais ça en dit long sur où sont situés sur l'échiquier de la MLS ces deux équipes d'expansion. Nashville est clairement en avant et en plus, ils ont des joueurs offensifs qu'il va falloir surveiller puis qui peuvent se développer et amener l'équipe à un autre niveau à partir de la saison prochaine. Je veux dire, le premier but de Randall Lell, le joueur costaricien, franchement, ça frappe parce que c'était de toute beauté et le fait de marquer tôt dans le match comme ça a tout mis de la pression parce qu'on le sait que Nashville ne concède pas beaucoup de buts. Et là, ensuite, il est venu le penalty converti par Mukhtar. Moi, à ce moment-là, je savais que les livres étaient fermés. Et puis, Miami a joué justement d'une façon où vraiment, on a l'impression qu'ils n'y ont jamais cru. Alors qu'à Nashville, au contraire, eux, je pense qu'ils ont développé une confiance en leurs moyens en jouant de cette façon-là parce que les résultats sont venus et ils ont joué comme ça pendant la saison. Ils ont joué le match de la même manière et ça continue. C'est une autre réussite pour eux. Alors, je leur tire mon chapeau puis j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner contre un club de tête. Ça pourrait donner des cauchemars à Toronto, ce qui ne serait pas pour déplaire aux fans de Montréal d'ailleurs, ou contre Philadelphie. Mais on va voir ce qui va arriver pour la suite pour Nashville. Mais pour l'Inter Miami, là, il y a vraiment moi je pense qu'il y a un très très gros travail au niveau des fondations à faire pour que cette équipe-là puisse vraiment s'améliorer. Moi, d'ailleurs, à mon sens, ils n'auraient jamais dû faire les séries. S'il n'y avait pas eu des équipes aussi faibles et un dernier match contre Cincinnati, peut-être que Miami serait hors du portrait des séries, mais personnellement, je trouve pas qu'ils méritaient de les faire. Ouais, non, c'était peut-être l'équipe la plus faible de ces séries éliminatoires-là, Est-Ouest confondues. Et si on continue à parler de la Floride un peu, si on se dirige vers le match d'Orlando, comment commencer? Premièrement, Raphaël, toi, est-ce que tu as déjà vécu autant d'émotions devant un seul match? Alors, il faut dire que voilà, il y a eu les 90 minutes qui ont été déjà intéressantes, même si ça s'est joué très vite au final. Mais par contre, il y a eu une fin de match et une séance de tir au but, vraiment, j'avais jamais vu ça, honnêtement. Il y a eu il y a eu en plus un peu de gafouillage avec du coup ce changement de gardien qui finalement n'était pas autorisé et ensuite le défenseur qui doit aller au but. Ça, c'est vraiment quand même assez extraordinaire, je trouve, parce que c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu avant. En tout cas, moi, j'avais jamais vu ça. Et non, je pense que tout le monde a été un peu abasourdi devant cette scène. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'étais abasourdi quand j'ai vu tout ça. Non, vraiment. Et pour peut-être parler un peu plus des éléments de ce qui s'est passé, pour peut-être ceux qui ne sont pas trop au courant, en premier lieu, vers la fin du temps de jeu régulier, Rouen s'est fait donner un carton rouge, donc les prolongations allaient être un peu plus difficiles pour Orlando. Et puis, dans la séance de tir au but, Gallese s'avance un peu trop et arrête le tir. Donc, premièrement, tous les joueurs et le staff d'Orlando pensent avoir gagné. Après, il y a la VAR, si je ne me trompe pas. Gallese se fait donner un carton jaune. Il y en avait déjà un, donc il se fait donner un rouge. Le tir doit se reprendre et finalement, c'est le défenseur Rodrigo Schlegel qui va dans les buts. Il n'a pas été le héros dès le départ. Il s'en est fait encaisser un ou deux, mais après, il a fait l'arrêt sur un des pires tirs de penalty que j'ai vu. Et finalement, Orlando en sort vainqueur et Schlegel fait une de ses célébrations qui va certainement rester mémorable. Toi, Mathieu, ce match-là, c'était intense, hein? Ouais, à déconseiller dans les asiles comme présentation. Non, je rigole. Mais je voulais juste souligner d'abord que tout le corps arbitral a été mis au repos forcé, puis c'est pas à cause de la COVID. Hein, donc, ça en dit long sur la folie, le côté rocambolesque qu'on a pu voir en fin de match. Mais avant ça, on avait un vrai match où on a pu voir clairement deux styles se confronter. Et pour la première fois, deux équipes d'expansion arrivées la même année s'affronter l'un contre l'autre en séries éliminatoires. Orlando, c'était leur première présence en série à leur 6e saison. Pour New York City, c'était une 5e année consécutive. D'ailleurs, je peux me permettre de le souligner. Il va y avoir des questions à se poser là, au sein de la direction de New York City parce que
Quand Rouen reçoit son carton rouge et que tu as une bonne partie du match où tu as l'avantage numérique sur le terrain et que tu n'es pas capable de capitaliser ou de mettre fin au match pour éliminer Orlando, il y a des sérieuses questions à se poser parce que là, ça fait 58 que cette équipe-là de New York City qu'on voit souvent très haut au classement et qu'on voit aller loin en série, se plante dès qu'elle commence les éliminatoires, puis ça fait 58, c'est comme ça. Forcément, moi, je pense qu'au niveau de la direction, il va falloir qu'on se pose des questions. À mon sens, une bonne partie de l'échec de New York City vient de là. On n'a pas capitalisé et on a un peu trop tricoté, je pense, pour arriver à un résultat. Alors qu'Orlando, ils ont fait du Orlando. Depuis qu'Oscar Pareja est là, l'équipe a montré un bien meilleur équilibre, une plus grande solidité défensive qui était leur talon d'Achille souvent. Et aussi, il y a un concept d'équipe sur lequel tous les joueurs, autour de laquelle tous les joueurs se sont regroupés, même Nani inclus. Alors certes, parfois, c'est pas toujours propre et c'est même parfois chiant pour l'adversaire quand on regarde ce style-là, mais peut-être que c'est ça justement qu'Orlando est en train de se trouver, une identité qu'Oscar Pareja a réussi à leur imposer. C'est peut-être pas toujours agréable pour le spectateur, mais finalement, on les a vus réduits à 10. Ils sont restés solidaires. Ils n'ont jamais paniqué. Ils sont restés solides. Ils ont même failli aller chercher le second but. Tesha Kindele a raté une bonne chance en deuxième mi-temps, entre autres. En quelque part, ils auraient pu aller chercher le résultat avant les prolongations. Finalement, pour en venir au tir au but très rapidement, je pense que là où il y a eu le cafouillage, c'est surtout d'abord à partir d'un règlement que moi je trouve absurde, c'est que le gardien garde les pieds sur la ligne sur les pénaltys. C'est pas le VAR le problème, c'est vraiment cette règle-là. Et là, avec ce cafouillage-là, là, non seulement Orlando perd son gardien, puisqu'on donne en plus un carton jaune pour ça, lui qui en avait déjà un. Donc, Orlando sera privé de son gardien titulaire pour le prochain match, en plus de Rouen, qui est quand même, malgré son côté très rugueux, est un excellent latéral. Et ensuite, il y a la substitution du gardien. Finalement, les arbitres comprennent trop tard, presque trop tard que Oscar Pareja ne pouvait pas faire ce changement-là. C'était assez roublard de sa part de tenter de le faire alors que je suis persuadé qu'il connaissait le règlement et que c'était interdit. Alors là, c'est à partir de là que moi, au contraire, j'ai vraiment, vraiment rigolé fort chez moi. Parce que rendu à ce point-là de rocambolesque, c'était tout bonnement incroyable. Là, finalement, arrive le défenseur, Rodrigo Schlegel, que je me suis permis de faire un mauvais jeu de mots avec Schlegel. J'ai fait un mauvais jeu de mots comme ça quand je le voyais. Et tu l'as dit ensuite, là, pour conclure, le penalty qu'il arrête, c'était très mauvais tir de la part du joueur de New York. Alors, chapeau à Orlando, finalement. Ils ont réussi à leur première présence en série à franchir un tour. Ça va être compliqué maintenant, privé de Rouen et de Gallese au tour suivant, mais ils sont tellement solidaires, ils sont rugueux, ils sont un peu chialeux sur les bords auprès de l'arbitrage. Peut-être, ça sera pas facile de battre cette équipe-là. On l'a vu au tournoi MLS is Back. C'est une équipe qui a profité de toutes les circonstances favorables aussi par rapport à ce tournoi-là et le reste de la saison pour qu'Oscar Pareja puisse instaurer ce qu'il avait envie d'instaurer au sein de l'équipe. Puis ça donne les résultats que ça donne, tout simplement. Et du côté de New York City, désolé, pour moi, il y a un gros travail. Il va peut-être falloir revoir le recrutement des joueurs désignés. Il va peut-être falloir voir qu'est-ce qui manque, parce que là, il y a un plafond de verre qu'on ne franchit pas. Et comme Seattle, il y a plusieurs années, qui ne franchissait pas les quarts de finale avant que Nicolas Sodero arrive et le Seattle devienne cette équipe dominante. New York City, il va falloir qu'on réfléchisse. Il va falloir sincèrement qu'on réfléchisse là-dessus. Puis bravo à Orlando, mais ça va être compliqué pour le prochain tour. Oui, juste si je peux apporter une petite précision, je crois que sur la séance de tir au but, en fait, il y a une règle qui a été modifiée cet été par la FIFA. Qui dit que les cartons jaunes dans le match et pendant la séance de tir au but ne sont pas cumulés. Mais comme la MLS a commencé avant que cette règle soit adoptée, la MLS en fait est toujours sous l'ancienne règle, ce qui fait que si jamais la saison prochaine ça se reproduit, le carton jaune ne signifierait pas un carton rouge sur la séance de tir au but. Donc c'est ça aussi qui rend le truc encore plus rocambolesque, c'est que cette règle en fait, dans tous les autres championnats qui ont recommencé après l'été, n'existe plus. Espérons, moi, que la règle du pied sur la ligne, là, pour les gardiens, je sais pas. Je trouve que c'est un peu... pour moi, c'est pas... Si on voulait changer les règles, pour moi, je parle pour la FIFA, mais ça inclut la MLS aussi, on devrait peut-être revoir cette réglementation. Je trouve que...
quand on regarde les pénalités autrefois, puis quand les gardiens bougeaient, ça faisait peut-être une différence, mais la majorité des pénalités étaient quand même au fond des buts, là, quand on regarde les pourcentages. Je ne sais pas trop pourquoi on pense que en mettant cette règle-là, on favorise plus de buts et que les gardiens sont obligés de s'ajuster à faire autre chose. Je trouve ça un peu... je trouve ça que c'est un peu l'équivalent de gratter un peu trop de poils là, inutile. Donc, moi, je pense que cette règle-là devrait être révisée, peut-être même retirée. Surtout quand on voit que les attaquants, des fois, dans leur course, font des petites feintes, ce genre de choses. Pour un gardien, c'est dur de ne pas commencer à bouger et du coup, c'est vrai que c'est dur de rester les pieds sur la ligne. Et c'est vrai que moi, je pense que cette règle, elle devrait être assouplie ou voire supprimée parce que on a des actions comme ça où, en plus, Gallese, il n'est pas très loin de la ligne non plus quand il bouge ou au moment où il prend son carton. Donc c'est très sévère comme punition pour pas grand-chose finalement. Oui, on a vu par la suite un match comme Sporting Kansas City que Tim Melia semblait également bouger un peu et finalement, il n'y a pas eu de... Je trouve que c'est vrai que parfois, il manque de constance. Mais moi, puisqu'il y a eu 3 séances de penalty, moi, je suggère qu'on rapporte les vieux penalties à la mode LNH. Ça serait beau, les vieux penalties de MLS. On va en parler de toute façon. On en arrive à ce match-là. Exact. Mais si on continue avec un match, je ne sais pas pour vous, mais moi qui est un peu passé inaperçu après avoir eu des émotions de fou avec le match Orlando et NYCFC, c'est le match Columbus-New York qui a fini à 3-2 pour Columbus. Vraiment une belle victoire de Columbus qui s'est fait peur un peu en fin de match, mais qui menait là, pendant plusieurs minutes, là, un 3-1. La 68e minute avec un beau but de Zardes, là, mais non, c'est ça. Les Red Bulls avaient pris les devants. Finalement, les Columbus ont marqué 3 buts sans arrêt. Et puis White a réduit la marque à 90e minute, mais il était trop peu trop tard. Columbus était victorieux. Donc, je sais pas pour vous. Vous, est-ce que ce match-là vous a... est-ce que vous l'avez aimé? C'était un match un peu plus, on pourrait dire, qui respectait la logique, un peu moins de surprise. Ça semblait plus être un match ordinaire. Je sais pas, toi, Raphaël, qu'est-ce que tu as pensé de ce match-là? Moi, bon, c'est vrai que ça n'a rien à voir avec le match d'avant et cette séance de pénalty rocambolesque, mais en tout cas, c'est un match qui m'a beaucoup plu parce qu'il y avait beaucoup d'actions, il y avait de chaque côté, ça osait, c'était assez ouvert comme jeu. Et on a vu des joueurs faire de bonnes actions. On a vu un très bon Nagby, un très bon Santos du côté du Crew. En face, on a vu aussi le gardien Mehara à l'honneur plusieurs fois et qui a fait de très beaux arrêts aussi. Donc voilà, c'est un match où beaucoup de joueurs ont su tirer leur épingle du jeu. C'était vraiment intéressant de les voir évoluer comme ça. Et moi, voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir en regardant ce match-là. Moi aussi, je suis d'accord avec Raphaël. J'ai pris beaucoup de plaisir à regarder ce match-là, mais Columbus, c'est une équipe souvent agréable à voir jouer. Les Red Bulls ne sont pas ennuyeux non plus. D'ailleurs, on n'a pas eu l'occasion de le mentionner lors du dernier épisode sur les trophées MLS, mais les Red Bulls, c'est une équipe qui, après un très mauvais début de saison, lorsqu'ils ont changé d'entraîneur, ils ont surmonté la pente, ils ont même remonté si bien au classement qu'ils ont fini dans le top 6 quand même. Donc, moi, je leur tire quand même mon chapeau. Puis, ils se sont très bien battus contre Columbus. C'est eux qui ont marqué les premiers. Mais 3 minutes plus tard, Columbus égalisait. Et je veux souligner, là, encore une fois, la performance de Darlington Nagbe, qui est un vrai joueur des séries. Rappelons-nous, en 2015, sous le même Caleb Porter, il a été un joueur clé qui a aidé Portland à aller chercher le titre en 2015. Et ensuite, avec Atlanta en 2018, Nagbe a également été un des joueurs pivots d'importance de cette formation. Et là, avec Columbus, c'est lui qui marque, qui donne les devants à Columbus. Dans l'entrée. Il va être très important pour que Columbus espère aller loin en série cette année parce qu'il y a quand même des gros adversaires là, qui vont se présenter dans l'Est si Columbus espère peut-être aller chercher le titre
aller chercher le titre cette saison. Mais de l'autre côté, chapeau quand même aux Red Bull qui se sont battus et qui ont montré que après que Columbus avait démontré une solidité défensive aussi, c'est une équipe qui est très excitante à avoir joué en attaque, mais qui avait été très solide en défense. Et au cours des derniers matchs, vers la fin de la saison, cette défensive-là a été un peu exposée. On semble avoir trouvé quelques failles sur ce plan-là. Et les Red Bull n'ont jamais abandonné à 3-1. Le but de Brian White, juste avant les arrêts de jeu, aurait créé un certain suspense jusqu'à la fin. Ça a rendu le match justement de bout en bout super intéressant au-delà du pointage final. Alors, en quelque part, les Red Bull, oui, il reste encore beaucoup de travail, mais je pense qu'ils ont réussi à remonter un peu la pente cette saison après avoir déçu la saison dernière. Et on verra bien là, ce que ça va donner pour la suite. Et on verra aussi ce que leur nouvel entraîneur, Struber, va proposer. Mais à toute fin pratique, un peu comme l'Impact face à la Nouvelle-Angleterre, ils ont jamais paru intimidés par l'adversaire en face. Columbus a dû jouer son jeu, mais il va falloir resserrer peut-être quelques petits boulons en défense là, pour le tour suivant si on veut espérer aller loin. Mais encore une fois, Darlington Nagbe, tu veux l'avoir dans ton équipe quand tu rentres en séries éliminatoires. C'est un joueur tellement bon. Et c'est dommage qu'à cause du poste où est-ce qu'il joue, il est peut-être un peu sous-estimé par rapport à des joueurs comme dominants, comme Pozzuelo, par exemple, ou ce genre de joueurs désignés-là. Ouais, après, tu parles de Nagbe, mais pour moi aussi, en tant que fan d'Atlanta, c'est un joueur que j'ai vu évoluer pendant pas mal, pendant 2 ans à Atlanta, et il a été, c'est vrai, très important. C'est pas un joueur qui, pourtant, tu vois, est très populaire au terme voilà, de reconnaissance, en termes d'image par rapport à un Joseph Martinez ou un Barco, ou un Pitti à l'époque ou un Almiron, mais c'est un joueur qui était très très important dans le système de jeu d'Atlanta à l'époque et qui a vraiment permis à cette équipe de passer un cap. Quand on l'a vu partir l'été dernier au Crew, on était forcément hyper déçus parce que on savait que ce serait un joueur très dur à remplacer. On a très peu des joueurs comme ça en MLS et pas manqué cette année. Atlanta n'a pas réussi à remplacer ce genre-là qui était vraiment capital et qui était vraiment une plaque tournante au milieu de terrain. Oui, c'est vrai vraiment là. On a senti la perte de plusieurs joueurs à Atlanta, mais oui, c'est vrai que Nagbe avait son importance. Et moi, un autre joueur que j'ai remarqué dans cette rencontre-là entre le Crew et les Red Bulls, c'est Derek Etienne. On le sait, c'est un joueur, je suis plus certain s'il a été homegrown, mais il a été, je pense qu'il avait été repêché par les Red Bulls, si je ne me trompe pas, sa carrière professionnelle avec les Red Bulls 2, donc il avait pratiquement été formé par ce club, et c'est ça, et finalement, il arrive contre les Red Bulls, met une passe décisive, donc c'est vraiment là, les Red Bulls se sont fait avoir par leur propre système de formation et de post-formation. C'est très bien vu, en effet. Il a joué 4 saisons avec les Red Bull avant de passer un petit peu par Cincinnati. Puis 7 saisons avec le Crew, il s'est trouvé une niche cette saison. Mais tu as tout à fait raison. Il faut remonter à 2016. C'est un joueur... c'est effectivement un home ground, comme on dit en anglais, et qui est revenu hanter son ancienne équipe. Bien vu. Merci Mathieu. Non, c'était une joke. Mais donc c'était ça les matchs qu'on avait à l'Est cette semaine. Et rapidement comme ça là, pour conclure, parlons un peu là, des 2 matchs qui s'en viennent demain. Le 28 novembre, ça va commencer à 6h heure de l'Est, là, donc l'heure de Montréal, entre Toronto et Nashville. Alors, on va commencer par Raphaël. C'est quoi ta prédiction? Vu la saison qu'a réalisé Toronto et ce qu'a montré Nashville jusque-là, je vois pas comment Toronto pourrait perdre ce match, honnêtement. Mais bon, on sait jamais. Hein, dans les playoffs, il y a toujours des surprises. On a vu face à l'Inter Miami quand même que Nashville, c'était une équipe qui joue au football, qui était assez solide, qui était réaliste. Donc c'est vrai que Toronto peut se méfier et le risque qu'ils prennent ce match un peu trop à la légère en pensant que c'est déjà gagné d'avance existe. Et du coup, c'est quand même un match où il faudra faire attention pour cette équipe de Toronto parce qu'on a déjà vu des équipes se faire sortir de playoffs alors que personne ne les voyait faire. Donc attention à ce match-là, mais je pense quand même que Toronto va passer.
Parfait. Et toi, Mathieu? Je crois aussi que Toronto va passer. C'est une équipe qui, en série, a montré qu'elle était quand même assez bien programmée pour gagner des matchs. Ils ont fait 3 finales, même s'ils en ont perdu 2 sur 3 contre Seattle, bien sûr. Mais le fait de justement que cette équipe-là ait pu faire 3 finales, c'est qu'ils prennent les éliminatoires au sérieux. Et Greg Vanney, c'est un entraîneur qui est généralement très bien préparé. Il ne va jamais sous-estimer Nashville en face. Et de l'autre côté, je suis quand même curieux de voir ce que Nashville va montrer face à une équipe justement dans le haut du peloton et quel portrait ils vont afficher. Alors, ils ne seront pas intimidés, c'est certain, mais est-ce qu'ils vont afficher la même qualité face à justement une équipe qui est à la fois solide en défense et en attaque comme Toronto? Ça va être très, très intéressant. Ça peut donner quelques flamèches intéressantes pour un affrontement de la sorte. Et ça permettra de mesurer vraiment où Nashville se situe, même si on ne les voit pas favoris pour gagner le titre, là, soyons réalistes. Mais ça va nous donner une idée face à une équipe comme ça, une équipe de haut de tableau, comme le TFC, où Nashville, vraiment, là, dans l'échiquier, se situe et peut à ce moment-là, disons, visualiser ce qui reste à franchir ou à construire pour l'avenir, advenant le cas qu'on soit éliminé par Toronto, là. Ouais, moi de mon côté, mon cœur dit Nashville, mais ma tête penche un peu plus du côté du Toronto FC. Mais j'aurais aimé dire Nashville, mais je verrais bien un 2-1 Toronto. Je pense quand même que, comme vous l'avez dit, c'est une équipe expérimentée des séries. Elle a fini deuxième de l'Est, donc c'est rendu très haut niveau. Et ouais, c'est ça. Nashville a rarement affronté des équipes de haut de tableau. Je pense que la dernière fois, c'était Columbus et ça avait fini 2-0 pour le Crew. Mais je pense quand même que Nashville va bien s'en tirer, mais peut-être pas avec la victoire. Sinon, si on l'Union de Philadelphie qui reçoit les Revs de la Nouvelle-Angleterre, on va commencer par toi, Mathieu. Je pense que Philadelphie part favori, surtout que la Nouvelle-Angleterre, le visage qu'elle a montré à Montréal, c'est que justement, peut-être cette année, l'équipe dépend peut-être un peu trop de ses joueurs désignés, puis quand ces derniers sont éteints, la Nouvelle-Angleterre affiche un peu ses lacunes. D'ailleurs, c'est une équipe qui n'est pas toujours équilibrée. Ils sont forts sur les phases arrêtées offensives, mais défensivement, ils sont plutôt mauvais. Ça paraît toujours un petit peu étrange dit comme ça. Et moi, je pense qu'à Philadelphie, ils ont tous les atouts, tous les joueurs et un bon système avec des plans A, un plan B aussi, pour trouver une façon de battre la révolution de la Nouvelle-Angleterre. Alors oui, Bruce Arena, c'est un fin renard. Il a beaucoup d'expérience en MLS. Il sait comment ça se joue. Puis l'effectif de la Nouvelle-Angleterre a quelque chose un peu type MLS pur jus, comme on aime à le dire. Mais je crois quand même que Philadelphie part avec une longueur d'avance. Après, ça va jouer sur le terrain, évidemment, mais en plus de ça, ne serait-ce que pour le projet de Philadelphie qui s'est travaillé sur plusieurs saisons, moi, j'aimerais voir Philadelphie continuer son parcours au moins là, jusqu'aux demi-finales de MLS ou plutôt la finale d'association ou de conférence pour qu'on puisse mesurer justement la progression de cette équipe-là. Ça serait vraiment dommage qu'elle trébuche comme ça lors de son premier match en série cette année contre la Nouvelle-Angleterre. Je dirais pas que ça serait démérité si ça arriverait, mais ça serait vraiment triste. Oui, moi aussi, je vais y aller avec l'Union. 4 victoires à leurs 5 derniers matchs. Vraiment, ils sont en confiance. Ils n'ont pas beaucoup d'expérience en série, mais je pense que quand même la différence de niveau va se voir. Et ça va être un bon duel de la côte est américaine. Et toi, Raphaël? Moi, je suis d'accord avec vous. Je pense pas que ce sera un match avec un score fleuve, mais je vois quand même l'Union s'imposer. Cette saison, je crois que ça va être la 6e fois qu'ils s'affrontent cette saison. Et sur les 5 rencontres précédentes, il y a eu 4 victoires de l'Union et un match nul. Même si à chaque fois, c'est toujours sur des scores serrés, 2-1, 1-0. Il y a eu un 2-0, c'était le plus gros score entre ces deux équipes. Donc ça prouve quand même que ça risque d'être un match assez serré. Mais je pense quand même que l'Union va s'appuyer sur ses joueurs forts et va être capable de s'imposer, même si ce sera un score, je pense, pas plus de 2 buts d'écart entre les deux équipes. Mais je pense que ce sera l'Union qui passera. Parfait. Sinon, le dernier match qu'il nous reste à prédire, c'est Orlando Crew. Il n'est pas encore programmé, donc on ne peut pas vous dire l'horaire, mais Raphaël, continue avec ta prédiction du
de Orlando contre le Crew? Alors sur ce match-là, je pense que ce sera le Crew qui devrait passer. Parce que c'est une équipe qui cette saison joue très bien, qui a des joueurs importants qui sont toujours dans le jeu. Orlando a plus de mal à créer le jeu en général et a quand même quelques fragilités défensives. Donc je pense que le Crew devrait passer, mais encore une fois, ce sera très serré, je pense. Je vois pas non plus un score fleuve. Donc à voir ce que ça donne. Parfait. Et toi, Mathieu? Pareil pour moi, je pense que Columbus part avec une petite longueur d'avance comme favori, surtout parce qu'il y a un entraîneur, Caleb Porter, qui est en général assez bon en série et qui connaît quand même assez bien la MLS lui aussi. J'ai parlé de Darlington Nagbe, et c'est aussi une formation Columbus qui a les atouts en main pour pouvoir faire un peu de mal à Columbus, et surtout que Columbus sera privé de son gardien titulaire et de Juan, un latéral, un de ses meilleurs joueurs aussi dans le 11 qui était régulièrement dans le 11 titulaire, et éventuellement ça c'est quelque chose qui pourrait leur faire du mal face à des éléments là, à Columbus là, qui seraient capables de trouver du répondant ou de trouver des réponses pour venir à bout de cette ligne défensive, parce que je suis persuadé qu'Oscar Pereira va vraiment tenter de jouer la carte de resserrer les boulons et d'espérer gagner ce match-là avec un bas pointage pour espérer passer au tour suivant. Mais Pedro Gallese, c'est un bien meilleur gardien qu'un Brian Rowe, parce qu'on peut s'attendre à ce que cette fois, Brian Rowe soit le gardien titulaire. Et moi, Brian Rowe, j'ai des doutes, et je pense que des joueurs comme Jardez, comme Zeller Ryan vont trouver une façon de battre un gardien comme ça. Après, la défensive centrale d'Orlando, on la sous-estime, mais elle peut encore être très solide. Ça va être intéressant, ça va être à suivre, ça va être très serré en tout cas, mais je donne l'avantage à Columbus. Parfait. Moi, de mon côté, je crois à Orlando, mais même s'ils vont avoir deux joueurs clés qui ne seront pas de la partie, j'ai l'impression que vraiment ce groupe a vécu quelque chose durant le premier match contre le NYCFC, et j'ai l'impression que ça peut vraiment les pousser à performer encore mieux avec un Oscar Pereira qui est un des meilleurs entraîneurs en MLS, quoique Caleb Porter également, mais j'ai l'impression que Orlando peut faire quelque chose de grand cette année. Mais je serais pas non plus surpris si le Crew gagne. Je pense que ça va être un très bon match. L'un des matchs les plus serrés là, à l'Est lors de la prochaine ronde. Et non, vraiment, là, ça va être un match que je recommande à tous les amateurs de soccer, non seulement de MLS, mais de soccer, parce que ça va être deux des meilleures équipes de l'Est qui vont s'affronter. Ça va être un très bon match. Sinon, maintenant on se dirige vers l'Ouest, il y a également eu du rebondissement, surtout dans le premier match de la journée qui était à 4h PM, heure de l'Est. Le Sporting Kansas City qui recevait San José, les Earthquakes de San José. Vraiment, moi, Mathieu, j'étais toujours surpris quand tu parlais de San José de façon positive. Je pense que tu as été le seul à dire que c'était ton équipe un peu surprise, qui en a fait les MLS Awards. Et personne ne semblait y croire, sauf toi. Et finalement, là, San José a fait une très belle performance. Vraiment, tout d'abord, là, qu'est-ce que les autres n'avaient pas vu que tu avais vu? En fait, c'est que Mathias Almeida, et on l'a vu au Mexique, il ne construit pas son équipe juste avec une tactique et un style, mais il y a aussi une manière de s'affirmer sur le terrain. Et on a vu encore une fois que l'Earthquake, c'est un groupe de battants. Après leur série d'échecs où ils avaient concédé beaucoup de buts, Almeida a su remobiliser les troupes. Ils ont su rebondir pour terminer la saison en force et se qualifier pour les séries. Alors certes, ils avaient perdu un joueur désigné important au cours de la saison, mais quand même, les troupes se sont ralliées et encore une fois, contre Kansas City, ils se sont battus. Ce genre d'affrontement-là, c'est l'exemple parfait de ce que je disais en début d'émission par rapport au caractère hétérogène de la MLS. On avait deux équipes avec des identités différentes. On a une équipe Kansas City qui joue un style de jeu plus fluide, peut-être un peu plus posé, même si c'est une équipe généralement équilibrée face à des Earthquakes qui, oui, cherchent à faire le jeu aussi, mais d'une façon probablement un peu plus intense, quelque chose qui relève plus de l'homme pour homme, où on court beaucoup sur le terrain.
Et on lâche jamais rien. Et la première chose qui m'a frappé, c'était justement, sans doute, pas juste pour le remercier ou les remercier, que de leur donner la chance de s'illustrer, c'est que les vétérans Shea Salinas et Chris Wondolowski, le meilleur buteur de la MLS, mais qui n'a pratiquement jamais joué en série dans sa carrière, je pense qu'il n'avait qu'un seul but avant d'affronter Kansas City en carrière en série, était dans la formation partante et là-dessus, Mathias Almeida a encore une fois failli jouer gagnant. L'équipe de San Jose, au contraire de Kansas City, a montré, je trouve, une très très forte opposition. Ils n'auraient pas démérité si les Earthquakes avaient éliminé le Sporting. Souvent, d'ailleurs, et on l'a remarqué au cours peut-être il y a 2 ans, le Sporting, lorsqu'ils arrivent en série, eux, au contraire, affichent parfois un petit surcroît de confiance, puis ils se mettent un petit peu en mode diesel, et ça leur avait coûté cher contre le Real Salt Lake il y a 2 ans. Je ne sais pas si tu t'en rappelles, Anthony, moi je m'en souviens très bien, et ça a failli être encore le cas cette saison. Alors certes, les Earthquakes sont plutôt faibles sur les phases arrêtées au plan défensif, et le Sporting, au contraire, sont très forts dans cette phase de jeu. Alors je suppose que le Sporting comptait là-dessus, et c'est d'ailleurs comme ça qu'ils ont ouvert le pointage. Mais quand tu joues en mode diesel, tu risques de te faire attraper. Puis les Earthquakes sont vite revenus dans le match. Et ça a rendu le match très intéressant. Et mine de rien, alors qu'on croyait que Bouzio avait inscrit le but de la victoire sur une des rares pièces de jeu construites qui a mené à un but de Kansas City et mené au départ par un Johnny Russell qu'on avait à peine vu dans le match, Wondolowski, après avoir frappé un poteau et un double arrêt de Melia, trouve le moyen de marquer le but quand même dans les arrêts de jeu et a poussé le match jusqu'en prolongation. Alors, il fallait le faire. Et ce renard des surfaces que Wondolowski a 37 ans, ben, il y en avait encore à donner. Puis on l'a vu crier, rallier les troupes. Lui avait envie de se rendre loin. Et après une prolongation, on a senti que les équipes avaient peut-être moins envie de prendre des risques. Ben, il faut lever notre chapeau, non seulement à un joueur qui a su garder son équipe dans le match quand il fallait, mais quand on arrive au penalty, on en a parlé un peu tantôt, il est presque, c'est vraiment la muraille de Chine, c'est Tim Melia. On a l'impression que lui, quand on en arrive au tir de penalty, lui, il est confiant, il sait qu'il va arrêter les ballons. Ça me rappelle un peu le gardien Reina à Liverpool contre Milan en Ligue des Champions, qui était un gardien assez confiant dans ce type de jeu-là. Et 3 tirs, 3 arrêts. Alors oui, il y en a un où il bondit sur la ligne peut-être légèrement trop vite, mais les 2 autres, il n'y avait rien à redire. Il a bougé au bon moment. Puis on dirait que ses gants sont comme munis d'aimants où il pourrait tirer le ballon vers lui. À mon sens, c'est lui qui sauve Kansas City de l'élimination et même qui les aide à franchir un cap. Parce que moi, à mon sens, si je suis Peter Vermes, je ne suis pas satisfait de la performance globale de mon équipe. Il y a des joueurs qui étaient aux abonnés absents alors que d'autres ont livré la marchandise et ça a apparu ce déséquilibre-là face à une équipe de San Jose qui s'est battue avec toute la ressource et qui y ont cru. Puis, à mon sens, au moment où Wondolowski a marqué, personnellement, c'est eux que je voyais franchir le cap et éliminer Kansas City parce que j'avais encore l'image du Real Salt Lake il y a 2 ans. Et voilà. Mais c'est ça. C'est souvent ça, les confrontations de style en MLS. Et c'est ce qui fait que tu ne dois pas, justement, fonctionner en mode diesel. Il ne faut pas que tu sois sur le frein à main. Il faut toujours que tu sois compétitif. Sinon, surtout dans des matchs coup-près comme ça, parce qu'on n'en est plus dans les matchs aller-retour. Hein, c'est un match, puis c'est une question de vie ou de mort. Ben, tu n'as pas le droit de jouer en mode diesel comme ça. Fait que Kansas City, je ne dirais pas qu'ils ont été chanceux. Ils ont été sauvés par leur gardien, mais honnêtement, pour ce qui est de San Jose, je sais qu'Almeida a des doutes par rapport à ce qui va se passer la saison prochaine. Va-t-il revenir? Ne va-t-il pas revenir? Moi, j'espère que San Jose va tout faire pour qu'il revienne parce que vraiment, ce qu'il fait avec cette équipe, là, on sent qu'enfin San Jose, qui a été longtemps un club médiocre, il y a quelque chose qu'on voit d'eux. Il y a quelque chose d'excitant qu'on voit sur le terrain depuis l'an dernier. Et c'est en partie grâce à cet entraîneur-là, puis ce qu'il amène aux joueurs, puis le recrutement qu'il a fait aussi pour améliorer cette équipe-là de façon un peu plus substantielle. Donc, oui, il reste encore du travail à faire, mais dans des matchs de confrontation de style comme ça, San Jose aurait pu éliminer un favori, puis faire un parcours intéressant dans les éliminatoires. Bon, ça sera pour une autre fois, mais voilà, c'est ce qui a rendu ce match-là super intéressant, puis qui m'a tenu au bout de mon siège jusqu'à la fin. Non, tu as raison. Et Raphaël, premièrement, j'aimerais ça avoir ton avis sur le match. Et deuxièmement, là, si tu pourrais continuer vraiment plus sur le fait que Kansas City a quand même encaissé 3 buts. C'est un peu, je trouve, l'équipe à l'Ouest qui semble le moins sereine maintenant au niveau de la défense.
Donc, j'aimerais ça, c'est ça. Tu me parles probablement de qu'est-ce que tu as pensé du match et deuxièmement, peut-être de la problématique de la défense là, du côté de Kansas City. Ouais, alors c'est vrai que ça a été un match très agréable, hein. Je suis tout à fait d'accord avec Mathieu. Moi, c'est un match qui m'a vraiment tenu en haleine. Dès le début, on est rentré dedans, premier but au bout de 4-5 minutes de jeu, donc ça va très vite. Et ensuite, c'est un chassé-croisé entre les deux équipes jusqu'à la prolongation, puis des tirs au but. Donc ça a vraiment été une belle performance. Je vais pas mentir, je regarde pas souvent les matchs des Quakes ou de Kansas City, mais c'est vrai que j'avais un peu, surtout sur les Quakes, j'avais un peu des a priori, j'avais peur de m'ennuyer, etc. Mais c'est vrai que c'est une équipe qui joue très bien. La dernière fois que je l'ai vu, c'était pas à ce niveau-là, et c'est vrai que je pense que Mathias Almeida a apporté beaucoup à ce niveau-là, montre que cette équipe montre de l'envie, de la hargne, et veut à tout prix aller plus loin, gagner les duels et être fort dans ces zones de jeu. Mais Kansas City a eu aussi un peu de chance, à mon avis, de s'en sortir comme ça, parce que la qualification n'aurait pas du tout été déméritée pour les Quakes qui vraiment ont fait un match, j'ai envie de dire, presque parfait, si ce n'est défensivement, ou bien sûr ils prennent 3 buts, mais en tout cas, offensivement, ils ont fait le travail qu'il fallait. Ils ont toujours eu en tête cette envie de se qualifier, ils n'ont jamais baissé les bras, même quand ils prennent un but à la 91e minute, ils sont là derrière, ils vont récupérer le ballon, ils pressent fort, et ils vont devant le but, et on a un joueur comme Wondolowski qui est un joueur fantastique, hein, parce que c'est vraiment lui qui je pense, est le capitaine du bateau, entre guillemets, qui emmène tout le monde derrière lui, et qui, à la dernière seconde, la dernière minute, va inscrire ce but d'égalisation en toute fin des arrêts de jeu, et qui emmène ensuite l'équipe en prolongation et au tir au but. Mais c'est vrai que la logique du match a été respectée, puisque à chaque fois qu'une équipe passait devant, ensuite c'était l'autre qui revenait, etc. Donc c'était logique que finalement Kansas City gagne, puisque après l'égalisation des Quakes, c'était au tour de Tim Elliott briller ensuite au but sur la séance de penalty, même si à mon sens ils n'étaient pas non plus tous très bien tirés. C'était pas catastrophique, mais il y avait, je pense, aussi mieux à faire au niveau des tirs, surtout le premier et le troisième qui, pour moi, était quand même assez facile à arrêter, même s'il faut toujours aller du bon côté. Mais bon, il faut quand même tirer son chapeau à Tim Elliott qui fait 3 arrêts sur une séance de penalty, il n'en laisse passer aucun. Donc voilà, je pense que c'est vraiment une bonne chose pour lui, et c'est vrai que pour la suite, en revanche, la défense qui prend 3 buts, c'est plutôt inquiétant à mon avis pour Kansas City, parce que alors l'attaque ça va plutôt bien, mais en revanche c'est vrai que la défense on peut craindre le pire pour eux, parce que c'est une équipe qui va devoir si elle veut passer marquer beaucoup de buts, parce que je pense qu'elle va en prendre quelques-uns aussi, donc voilà, ça risque d'être compliqué pour eux maintenant. Oui, exactement. J'avais quand même de la confiance envers Kansas City pour ces playoffs-là, mais prendre 3 buts lors de la première ronde, c'est assez difficile, et je pense que contre Minnesota, ça va pas pardonner. Si le Sporting joue comme ils en sont capables, avec l'énergie, le collectif, je veux dire, où ils sont vraiment tous à fond la caisse, ils vont être difficiles à battre, mais quand ils sont un peu sur le frein à main, comme je disais, ou quand ils sont à deux à l'heure, puis que le moteur se contente de ronronner, tout de suite, on le voit, ils concèdent des buts, ils concèdent des chances, puis ça ne pardonne pas. Leur milieu de terrain devient très poreux, il y avait des espaces, tellement ils avaient des problèmes à récupération de ballon, mais les joueurs, je les regardais, ils ne donnaient pas le plein effort. On a l'impression qu'ils croyaient que ça allait être un match facile, j'ai l'impression. En tout cas, pour certains d'entre eux, il y avait des joueurs qui couraient, mais d'autres pas du tout. Et moi, je suis persuadé que Vermes, surtout au vestiaire, là, il a certainement dû leur pousser une gueulante, parce que le seul moment où là, tous les joueurs de Kansas City se sont mis à courir, c'était au retour des vestiaires. Mais après, dès que San Jose a embrayé à la vitesse supérieure, eux aussi, encore une fois, Kansas City est retombé dans ses péchés. Alors, il faut tout simplement que cette équipe-là joue comme elle en est capable. Parce que si vraiment ils sont sur le pilote automatique, tu l'as dit, ça ne pardonnera pas contre Minnesota. Oui, tu parles de Minnesota. On va continuer avec ce match-là.
un match qui a fini 3-0 avec un doublé de Molino. On lui faisait des louanges et il nous a répondu avec un doublé. Donc, félicitations à lui. 3-0, ça semble assez... il semblait avoir un assez écart de niveau entre les deux clubs, mais vraiment, là, sur le terrain, c'était quand même assez équilibré. Vraiment, Minnesota a été très réaliste avec 3 buts en 8 tirs cadrés, tandis que les Rapids du Colorado ont été frustrés à plusieurs reprises par Dane Sinclair et par la défense qui a bloqué plusieurs tirs. Colorado a quand même fait 7 tirs cadrés, là, donc excellente performance du gardien canadien qui vraiment, là, sur ces derniers matchs, là, compile des bonnes performances. Peut-être qu'on va le voir avec l'équipe nationale, pourquoi pas. Mais vraiment, c'est ça. Et Minnesota était réaliste, tandis que les Rapids ont vraiment manqué leur chance. De ton côté, Raphaël, penses-tu que le fait que les Rapids avaient beaucoup moins de matchs de jouer que les autres, qui étaient peut-être pas dans la même forme en raison du COVID-19, là, et ils n'ont pas pu enchaîner les matchs, est-ce que tu penses que ça l'a pesé dans la balance hier? Bah, ça peut peser un tout petit peu dans la balance, mais je pense pas que ce soit ça qui détermine le score final, parce que on a vu quand même que les Rapids étaient là pendant ce match. Ils ont fait un bon match. Le score ne reflète pas le match, hein. Pour moi, il y a eu beaucoup de réalisme du côté de Minnesota et les Rapids n'ont pas réussi à concrétiser leur temps fort. Et je pense surtout que pourquoi les Rapids perdent, parce qu'il y avait une bonne défense du côté de Minnesota et surtout un grand Dane Sinclair qui fait, je crois, 5 ou 6 arrêts très importants et qui sauve Minnesota, entre guillemets, qui en tout cas empêche de prendre des buts. Donc pour moi, le fait que les Rapids n'aient pas eu autant de matchs que les autres n'influe pas forcément à ce niveau-là, parce que voilà, ils ont eu le temps quand même depuis fin octobre de se remettre un peu en marche, de repartir de l'avant. Je pense que voilà, à ce niveau-là, il faut aussi savoir s'adapter. Donc non, à mon sens, ils auraient même, s'ils avaient réussi à passer ces étapes, peut-être plus bénéficier d'un peu plus de fraîcheur par la suite. Mais pour moi, non, tout le crédit est à mettre sur la défense et Sinclair sur ce match-là. Oui, en effet. Et toi, Mathieu, qu'est-ce que tu as pensé de cette défense de Minnesota? Un peu plus sereine que Kansas City, non? Ben, en fait, Minnesota semble avoir retenu les leçons de son élimination de l'an dernier. Ils ont quand même affiché un certain équilibre pendant la saison, mais aussi lors de ce match contre Colorado. Colorado, ils ont une équipe vraiment assez bonne, mais il y a quelque chose qui, peut-être à cause de l'âge de leur équipe et aussi là où leur projet de reconstruction en est en ce moment. Moi, il m'a semblé que dans leur chance de marquer et dans leur façon de jouer, il y avait quand même une part de naïveté qui a mis un peu en valeur cette défensive de Minnesota qui a quand même un peu d'expérience. Et même si Colorado a manqué de réalisme, ben c'est pour ça que je l'associe un peu à la naïveté. C'est quand même des jeunes. Puis on a vu que l'entraîneur a dû faire quand même un correctif en faisant rentrer Nicolas Benezet au retour des vestiaires. Et là, ça a redonné pendant un certain temps un nouveau dynamisme à Colorado. Mais du côté de Minnesota, dès le moment que tu as des chances de marquer, ils vont savoir en profiter. Et moi, je veux souligner quand même que lorsque Emmanuel Reynoso a tout l'espace pour faire ce qu'il a envie de faire, il fait mal. Et je pense qu'il y a 3 passes décisives hier, 2 buts de Kevin Molino, un des joueurs qui est revenu au cours de la saison, qui a confirmé dans ce match-là. Un autre but de Robin Lod, où le gardien de Minnesota, alors là, franchement, si vous regardez la reprise, il est mauvais sur cette séquence-là. Yarbrough, il semble avoir, je ne sais pas, trébuché sur le gazon, je ne sais trop, mais en tout cas, normalement, le but de Robin Lod, c'est un arrêt du gardien. Si le gardien plonge comme il faut à sa droite, là, clairement, Yarbrough paraît très mal sur ce but-là. Et à ce moment-là, c'était quand Lod marque à la 54e minute, c'est 2-0. Forcément, pour une équipe comme Colorado qui n'a pas énormément d'expérience, ça joue un peu dans les têtes, puis on les a sentis, là, malgré leurs efforts, ça a paru plus compliqué. Alors que pour Minnesota, ben, on voit qu'il y a un petit peu plus d'expérience et que l'équipe progresse lentement mais sûrement encore une fois. Et dans ce match-là, je pense qu'ils l'ont abordé du bon bout sans paniquer et sans nécessairement, bon, ils n'ont peut-être pas appuyé sur le gaz à fond, mais ils n'ont pas eu besoin de le faire nécessairement parce que justement,
Colorado est apparu peut-être un peu naïf. Si Colorado marque d'entrée de jeu et convertit ses chances, puisque Raphaël parlait justement de réalisme, ben probablement que Minnesota est forcé de jouer autrement, puis ça donne peut-être un match complètement différent. Et moi, à mon sens, je pense que en voyant comment le scénario du match se dessinait, ben Minnesota, ils ont fait du Minnesota, puis ils affichent un bel équilibre, mais il va falloir maintenant qu'ils montrent autre chose face à une meilleure équipe. Puis ça va être intéressant contre le Sporting. On a l'impression qu'au fond, c'est deux équipes qui n'ont pas montré encore leur meilleur jeu. Et si ces deux équipes-là montrent leur meilleure image lorsqu'ils vont s'affronter lors du prochain match des playoffs, ça pourrait vraiment donner quelque chose d'excitant. Oui, tu as raison, ça va être une très belle confrontation, je pense, Kansas City, Minnesota. Vraiment, là, c'est deux bonnes équipes. C'est deux équipes avec, on pourrait dire, deux forces différentes, mais non, ça risque d'être très intéressant. Et tu dis que Minnesota a fait du Minnesota, et dans l'autre match, Portland a fait du Portland. C'est-à-dire très bien faire durant pratiquement tout le match et s'effondrer dans les temps additionnels. Vraiment, là, si vous n'avez pas vu le match, Portland a dominé, là, mais vraiment là, dominé durant toute la rencontre. Pour être Jimmy Maurer a fait tout qu'un match avec, je pense, 7 ou 8 arrêts. Finalement, Portland, avec une très belle construction, réussit à inscrire le premier but de la rencontre avec Villafania qui inscrit ce but. Et je pensais que c'était plié. Et je l'avais tweeté à la mi-temps de ce match. J'ai dit à quoi on peut s'attendre de ce match. Est-ce qu'on va avoir un joueur dans les buts? Est-ce qu'on va avoir un but dans les temps additionnels? Ou est-ce qu'on va avoir un gardien qui va faire 3 arrêts dans les séances de penalty? Finalement, c'est la deuxième option, c'est l'égalisation dans les temps additionnels qui s'est passée. Et il ne fallait pas être surpris d'un sens avec Portland, que je pense qu'ils ont encaissé 15 buts cette saison après la 75e minute de jeu. Donc, si on pouvait pencher vers un scénario, on pouvait pencher vers celui-ci. C'est la pépite Ricardo Pepi, 17 ans les amis, 17 ans, qui a inscrit le but. Vraiment, on peut commencer par toi, Mathieu. Vraiment, Portland a un peu couru après, non? Peut-être, mais en quelque part, c'est la défaite la plus crève-cœur de tous les... ou le match avec une défaite la plus crève-cœur de ces éliminatoires au moment où on se parle. Il va peut-être en avoir d'autres. Parce qu'effectivement, tu l'as dit, alors que le 0-0 était maintenu pendant très longtemps dans ce match, finalement, l'équipe spécialiste du jeu de transition, les Timbers de Portland, qui trouve le moyen de marquer grâce à un but tu l'as dit, de Villafania à la 82e minute. Et quand je dis que c'est crève-cœur, il faut se rappeler qu'après que Pepi égalise dans les arrêts de jeu, on ne faut pas oublier qu'il avait raté une chance en or peu de temps avant, si je ne m'abuse, ou en tout cas c'était Franco Jara, je ne me souviens plus, mais Dallas avait une belle chance. Tu as souligné la performance du gardien de Dallas, Maurer, qui a gardé l'équipe dans le match. C'est pas pour rien que je l'avais choisi, encore une fois, mais le gardien de l'année, même s'il n'est pas dans les nominés, je trouve qu'il est très sous-estimé et il est en partie responsable aussi du fait que cette équipe-là est restée dans le match, parce que Dallas, c'est une jeune équipe, mais ils ont montré du sang-froid. Il faut leur donner ce crédit-là. Et Diego Valeri, ça aussi, il va s'en vouloir. Il a un coup franc, si je ne m'abuse, à la fin des prolongations. Et sa frappe, je pense, touche le poteau, rate le cadre de peu, si j'essaie de me rappeler. Mais c'est tout de même une chance. Je suis sûr qu'il doit revoir cette séquence-là, parce que tout juste après, c'est les pénaltys. Et c'est là que j'en viens à l'aspect défaite crève-cœur. C'est Villafania qui se fait arrêter par Maurer. Le buteur du match, qui aurait pu être le héros du match, devient un peu je dirais pas comment je pourrais dire ça, le porteur de la défaite, si on veut, ou disons le bouc émissaire, mais en quelque part, comme c'est lui qui rate le penalty qui permet à Dallas de se qualifier. C'est tout un retournement de situation. Mais chapeau à Dallas. Dallas aussi sont forts défensivement. Et face à une équipe de transition comme Portland, ça a probablement fait la différence. C'est une équipe, malgré qu'ils sont plutôt jeunes,
ils ont, comme j'ai dit, ils ont montré du sang-froid. Ils ont été sur le terrain. Eux aussi n'ont jamais rien laissé tomber. Portland non plus, quand même. C'est une équipe d'expérience en série. Mais de voir comme ça, la victoire leur échapper comme ça, je suis certain que ça leur fait très, très mal parce que, en quelque part, ils ont le sentiment que c'est eux qui avaient dominé le match. Mais le diable est dans les détails et c'est dans les détails que Dallas a fait la différence. Oui, exactement. Et qu'est-ce que j'ai aimé de Dallas? C'est, on le sait, en Dallas, il met sur les jeunes. Ils ont également désormais une équipe réserve en Ligue 1. Prête quand même beaucoup de joueurs également en Championship. Et c'est un peu ça qui les a fait gagner. Parce que, d'une part, l'entraîneur a fait rentrer Emma Twumasi, que j'ai quand même aimé, qui lui a passé la saison avec le Austin Bold en Championship. Et c'est qui marque le but égalisateur? C'est Ricardo Pepi, qui a très bien fait en Ligue 1 la saison dernière. Donc, c'est vraiment le fils Dallas se repose sur ses jeunes, sur ses joueurs et vraiment n'hésite pas à les prêter. Et on voit la différence. Un joueur comme Twumasi, qui, honnêtement, je doutais s'il avait le niveau pour MLS. Au moins, il est rentré avec un momentum. Il avait une saison derrière lui. Il avait quand même beaucoup joué. Une bonne saison, un but, 4 passes décisives en 14 matchs. Et ça a quand même fait la différence vers la fin. Toi, Raphaël, vraiment, est-ce que tu penses que c'est justement ça, d'avoir fait jouer les jeunes durant pas mal toute la saison, qui a un peu, on pourrait dire, fait tourner la balance là, du côté de Dallas? Oui, totalement, parce que on a vu que pendant tout le match, les deux équipes, enfin surtout Portland, voilà, dominaient cette rencontre. On pensait que le plus dur était fait quand ils ont inscrit, mais je pense que le fait d'avoir eu les jeunes, et ça a commencé aussi par Tessman qui est rentré un peu plus tôt, 20 minutes je crois avant le but, et qui rentre et qui remplace Ferreira, qui est aussi un jeune joueur. Donc deux jeunes joueurs poste pour poste qui se remplacent. Et après le but, il y a eu pas mal de changements de fait du côté de Dallas. Donc tu as dit Twumasi, Pepi, qui eux, voilà, je pense, apportent toute leur fraîcheur et ont aussi ce côté-là un peu d'insouciance. Là où des joueurs plus expérimentés, plus vieux, auraient peut-être baissé les bras en disant bon 1-0, il reste plus que 10 minutes, c'est fini. Eux, ils avaient envie de prouver, ils avaient aussi envie de montrer qu'ils méritaient leur place dans l'équipe parce que les jeunes joueurs, c'est ça, on leur dit toujours qu'il faut se battre pour avoir sa place en tant que titulaire, et c'est ce qu'ils ont fait. Et c'est aussi ça qui, je pense, permet à Dallas de pouvoir continuer l'aventure, et en tout cas qui a permis à Dallas de se qualifier sur ce match-là. Je suis aussi très déçu du côté de Portland, parce que avec tout cet effectif-là, tous ces joueurs-là de qualité, je pense à Charla, je pense à Felipe Mora, mais aussi Valérie, capitaine, qui fait quand même une passe décisive magnifique, très bien sentie sur le but. Mais voilà, on les a sentis en difficulté dans le sens où ils n'ont pas réussi à encore une fois concrétiser les moments forts. C'est vrai que Mathieu le disait, Jimmy Mora, certes, il garde Dallas dans le match, mais c'est, je pense, aussi un échec du côté de Portland de ne pas avoir réussi à concrétiser cette domination-là. Et derrière, effectivement, l'insouciance, la jeunesse de Dallas renverse le match, et après ça se termine au tir au but où c'est du 50-50. Il n'y a plus d'histoire de jeunesse ou d'expérience ou de qualité, puisque là, après, au tir au but, on sait que tout peut se passer. Donc voilà, moi je suis vraiment content de voir une équipe comme Dallas se qualifier, même si je suis déçu pour Portland, qui est une équipe que j'apprécie. Mais en tout cas, Dallas, je pense, va apporter un peu de fraîcheur dans ses playoffs, et ça fait pas de mal. Parfait. Et donc, on va passer aux prédictions à l'Ouest quand même assez rapidement. Premièrement, le match de demain entre Seattle et le LAFC, qui va être le dernier match de cette ronde. On peut commencer par toi, Raphaël. Seattle ou LAFC? Alors, ça c'est un match, pour le coup, qui est très, très dur à pronostiquer, parce que même si le LAFC n'a pas été à la hauteur des ambitions cette saison, quand on regarde leur confrontation, en revanche, cette saison, c'est souvent, c'est souvent des gros scores, et soit en faveur de l'un, ou en faveur de l'autre. Je crois qu'il y a eu 4 rencontres entre eux cette année, ou 5 peut-être, mais il n'y a pas vraiment une équipe qui a pris l'ascendant, puisqu'à chaque fois, c'est des 3-1, 4-1, 3-0. Donc, ça va être un match très compliqué. Je dirais quand même avantage pour les Sounders qui sont
un peu plus expérimentés à ce niveau-là de la compétition, en tout cas dans les playoffs, et aussi qui voilà, ont montré de meilleures choses globalement cette saison. Mais tout peut se passer vraiment sur ce match-là. Et je dis les Sounders, mais c'est du 55-45. Il n'y a aucune certitude pour moi. Parfait. Et toi, Mathieu? J'ai pas non plus de certitude, mais j'ai quand même le sentiment que Seattle part avec une petite longueur d'avance. Quand on regarde notamment les faiblesses en défense pendant toute la saison de LAFC, je pense que Seattle qui a de l'expérience des séries puis qui a montré cette saison qu'ils n'ont pas l'air d'être, disons, ennuyés par la victoire. Au contraire, ils veulent en remettre une autre couche. J'ai l'impression qu'ils vont à nouveau jouer un autre gros match contre LAFC. Après, c'est vrai que quand c'est des matchs couperets comme ça, tout peut arriver et LAFC peut se sublimer et arriver à battre Seattle qui probablement dans un petit coup de à cause de je sais pas trop, là, il peut y avoir un petit coup de pompe là, qui se produit puis qui tout à coup ils se mettent à moins bien jouer que d'habitude et puis ils se font rattraper par LAFC. C'est vraiment pas impossible. Je veux dire, après tout, LAFC, c'est pas une vilaine équipe, mais c'est clair que d'abord, ils n'ont pas Carlos Vela pour faire la différence. Et même quand Carlos Vela était là, Seattle les avait battus l'an dernier. Alors, il faut se rappeler de ça. Et moi, j'ai l'impression que Seattle repart quand même légèrement favori contre LAFC, justement à cause de la faiblesse en défense qui est le talon d'Achille de l'équipe de Los Angeles, contrairement à Seattle, qui au contraire sont toujours solides défensivement et encore plus quand on arrive en séries éliminatoires et qui sont capables de jouer justement là, ce que j'appellerais du football pragmatique au bon moment pour aller chercher les résultats qu'il faut, quand il le faut et où il le faut. Oui, et Mathieu, il faut faire attention parce que Vela était de retour en fin de saison, donc il risque d'être présent pour le match contre Seattle. Donc ça rend le match encore plus intéressant, exactement. Comme l'an dernier. Exactement. Moi, je pense que l'expérience des séries va vraiment jouer en faveur de Seattle, mais je pense que ça va être un très bon match. Et moi, de mon côté, je pense que le gagnant de cet affrontement a l'avantage face à Dallas. Ça, c'est mon opinion. Et sinon, l'autre match de la prochaine ronde, ça serait Sporting Kansas City contre Minnesota. Honnêtement, c'est vraiment dur à prédire. Je pense que je vais y aller avec le Sporting Kansas City juste pour l'expérience des séries, encore une fois. On le sait en MLS, c'est quand même très important l'expérience. Pour justement ne pas faire des erreurs et tout. Moi, j'irais avec Sporting Kansas City, mais ça peut tourner d'un bord ou de l'autre. Vraiment, ça va être un des matchs les plus serrés. Toi, Mathieu? C'est pour moi l'affrontement le plus serré du prochain tour. Sans aucun doute, c'est celui où c'est vraiment difficile de prédire un gagnant. Ça peut aller vraiment d'un côté comme de l'autre, 50-50, pour toutes sortes de raisons, et même pour ce que j'appellerais là, des facteurs un peu imprévisibles. Ça va être là où probablement que ça va jouer dans le match. On ne sait pas trop à quoi s'attendre. Est-ce que moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est de savoir est-ce que ces équipes-là vont montrer un visage avec plus de conviction dans leur jeu que lors de leur match précédent. Quoique je trouve que Minnesota a affiché beaucoup mieux, a montré beaucoup plus de choses Sporting contre San Jose. Et tantôt, on parlait de la qualité défensive. Bon, le Sporting a marqué 3 buts, mais il y en a 2 sur phase arrêtée. Il faut faire mieux quand on est en possession du ballon puis qu'on est en phase de jeu. Et contre Minnesota, si on ne parvient pas à faire mieux, ben Minnesota sont quand même un petit peu plus forts là, sur les phases arrêtées. Ce n'est pas les Earthquakes. Donc, ça pourrait jouer en leur défaveur. Mais d'un autre côté, si Minnesota, justement, face à une équipe justement plus aguerrie que Colorado et qui a plus d'expérience, ils n'auront peut-être pas tous les espaces comme Emmanuel Reynoso a pu en bénéficier pour aller chercher les buts qu'ils ont marqués. Alors, ça va prendre un petit peu plus de travail. Alors, ça va être très serré. Il y a beaucoup d'éléments à prendre en compte des deux côtés. Honnêtement, là, si ce match-là ne se termine pas au tir au but, je serais un petit peu surpris, bien honnêtement. Mais je vais donner peut-être un léger, mais tout léger avantage à Minnesota, personnellement. Mais si le Sporting gagne, là, je ne serais pas surpris non plus. Parfait. Et toi, Raphaël? Eh ben, c'est vrai. Je suis d'accord avec vous. C'est vrai que je pense que c'est le match qui va être le plus compliqué à prédire et sûrement le plus serré dans le prochain tour.
À un moment où là, je suis en train de te parler, je sais pas trop encore qu'est-ce que je vais dire. Je vais essayer de me convaincre tout seul, mais c'est vrai que bon, si je pense que Kansas City, en tout cas, aura retenu la leçon du match précédent et ce sera bien fait peur. Et je pense qu'ils vont pas reproduire les mêmes erreurs sur ce match-là. Donc, ce sera vraiment serré. Minnesota, en revanche, a eu la malchance, entre guillemets, de gagner. Ça a été un match compliqué pour eux, mais comme ils ont gagné, ils ont peut-être pas cette piqûre de rappel-là, ils ont peut-être pas cette petite alerte que pour avoir le Sporting sur le prochain match. Donc, je mettrais peut-être une petite pièce sur Kansas City quand même, puisqu'ils ont eu cette petite piqûre de rappel et aussi l'expérience des matchs de play-off. Mais s'il y a un match qui doit aller au tir au but, je pense que ce sera celui-là en tout cas. Parfait. Et c'est ça qui va conclure l'épisode. Vraiment, là, à tous les fans des MLS et du ballon rond, vraiment, encore une fois cette semaine, on va avoir des bons matchs et ça commence directement le 24, donc le mardi 24. Il va y avoir les deux matchs là, de l'Est. Il va y avoir Nashville contre Toronto et puis Toronto contre Nashville et puis Philadelphie contre New England. Et par la suite, il va y avoir le Seattle Sounders contre LAFC. Donc, 3 beaux matchs en début de semaine. Et c'est ça. Donc, il n'y a pas de pause pour les playoffs. Donc, merci à vous deux de vous avoir prêté au jeu du podcast. Et vraiment, je pense qu'on a bien analysé toutes les rencontres. Et j'espère qu'on va avoir eu les bonnes prédictions pour les suivantes. Et c'est ça. Merci à vous, chers auditeurs et auditrices, de nous suivre chaque semaine en podcast, avec les articles et sur Twitter et Instagram. Donc, merci à tous et je vous souhaite une bonne semaine.